Michel, nous sommes maintenant à Martigues. On a parcouru quelques kilomètres le long de cet étang de Berre en passant par celui de Beaulemont. Et nous sommes sur la passe de Martigues. C'est une étape importante de la liaison Marseille-Rhône. Ah, c'est une étape importante. Il faut imaginer donc que les péniches, elles arrivent tout au fond, c'est justement Marignane. Elles sont passées devant Châteauneuf-la-Mède et elles arrivent juste là parce que Martigues est un nœud, pour passer justement cette passe et ressortir de l'autre côté. Donc on imagine ce va-et-vient en gros de 1926-27 où la navigation commence jusqu'à l'effondrement en 63. Donc c'est un va-et-vient de péniches pour alimenter Marseille et pour alimenter également les villes ou petits villages le long de cet étang de Berre. L'idée c'est de rejoindre, donc Marseille rejoint Arles par au-delà de Martigues, Port-de-Bouc et Fos et le canal. Il y avait nos péniches qui étaient en attente, et puis il y avait tous les bateaux des pêcheurs, parce qu'il ne faut pas oublier que Martigues c'est quand même un grand centre de pêche, donc on avait ces bateaux, bref, on avait quantité de bateaux qui attendaient, pour passer d'un côté et de l'autre, et puis il y avait une régulation, il y avait une réglementation, et il n'y a, à ma connaissance, jamais eu de problème pour ces passages-là, mais c'est vrai que c'était un endroit, comme on dit, très couru. Il faudra attendre les années 30, le premier pétrolier, je crois que c'est en 32, puisqu'on a le long de ce canal, et on le devine avec les grandes cheminées, Total-la-Mède, qui se met en place au début des années 30. Donc à partir de là, il y a un autre transport qui se met en place, c'est le transport pétrolier. Mais jusque-là, jusqu'au début des années 30, c'était nos péniches et nos bateaux de pêche essentiellement. Les enrochements, les gravats, etc., que l'on a sortis donc de ce côté-là, sans oublier les gravats sortis du côté marseillais, mais ont servi à faire tout ce que vous voyez, ces enrochements, et qui donc partent, mais véritablement de Marignane, et qui arrivent ici à Martigues. Donc direction Port-de-Bouc, voilà, démarque. Donc là on est sur ce canal qui était le principal canal de circulation avant le creusement du Grand Canal. Un des points d'ancrage c'était Martigues, mais au-delà, puisque je le rappelle, Marseille veut avoir cette liaison avec la France du Nord et après l'Europe, et donc il faut rejoindre le Rhône, et donc forcément passage obligé Martigues, Port-de-Bouc, Fos est là, donc c'est l'idée de rejoindre un autre vieux canal du début du 19e siècle, c'est le canal d'Arles-la-Bouc. On est à Port-de-Bouc où le canal va rentrer dans les terres jusqu'au Rhône. Sortant de Martigues, direction Port-de-Bouc effectivement, puisque il faut bifurquer pour monter sur Arles et donc rejoindre le Rhône. Donc c'est vrai que la direction va prendre celle entre guillemets du nord, Arles, et forcément on passe par Port-de-Bouc qu'il a fallu aménager. Bon, non seulement la passe, mais comme vous le voyez, des ponts pour traverser. Donc il y a, comme sur les autres villes, il y a des aménagements au-delà du circuit de la voie d'eau, il y a également des aménagements, des ponts, et on le voit ici, et on fera la même chose pour rejoindre Arles. Lorsque le projet donc est lancé à la fin du 19e siècle, il est question, et toutes les villes, y compris Port-de-Bouc, comme Châteauneuf, comme Martigues, arguent comme argument que justement ça va participer au développement industriel de la commune. Développement agricole, j'en ai parlé, mais aussi industriel. Et entre autres pour Martigues et Port-de-Bouc. Donc les péniches vont servir. Et un autre élément qui est important, qui est derrière vous, c'est cette ligne de chemin de fer sur laquelle Port-de-Bouc est une gare importante. Voilà, là aussi on retrouve les deux voies, le chemin de fer, le bateau. La concurrence, parce qu'il ne faut quand même pas non plus, il y avait une concurrence entre les deux, mais en fait on est allé dans le bon sens et on a les deux types de transport qu'on retrouve à Martigues, qu'on retrouve à Port-de-Bouc. Et on a des conditions de navigation qui sont à peu près similaires, largeur de canal. Alors les largeurs dépendent de si c'est en ligne droite ou s'il faut que ça soit plus large pour amorcer un virage, mais on a à peu près les mêmes. La condition c'était que, même si jamais il n'y a eu deux péniches qui se croisaient, mais la condition c'était qu'on puisse faire passer deux péniches en même temps, même s'il y avait après une histoire de passage, mais c'était la condition. Donc on a alors à peu près une 30-40 mètres d'espace, et dans d'autres endroits on a un peu plus large en fonction. Et puis il y a également,
quand il y avait une forte affluence, il fallait que les péniches attendent et donc il fallait pouvoir qu'elles attendent leur tour et donc on a des quais d'attente, donc c'est généralement un peu plus large. Dans le plan d'aménagement, il était question toujours de ce canal Rhin-Rhône dont on parle et dans cette idée de canal Rhin-Rhône, on a envisagé une sorte de refonte et justement de refaire et de réutiliser cela. Maintenant, c'est un vieux projet, on en a relancé dans les années 80-90, ça reste des projets, de la même façon que ce qu'on appelle le tunnel du Rove, on est du côté d'Arles, donc c'est l'Arlésienne et je crois qu'on va encore en parler longtemps. Alors des projets, il y en a, mais après c'est la réalisation et le nerf de la guerre, c'est l'argent. Mais c'est pas fichu, c'est-à-dire qu'on pourrait moderniser. Rien n'est fichu, vous voyez que les plans d'eau y sont, alors il faut quand même restaurer, conforter, et on a vu le tunnel du Rove, même là vous voyez qu'il y a des confortations à faire, mais rien n'est fichu, techniquement ça ne pose pas de problème. On va sous la Manche, on va en Angleterre, donc ça ne pose pas de problème sur le plan technique, ça reste sur le plan financier et donc politique, ou politique et donc financier, mais les deux sont intimement liés en France. Michel, on va terminer notre aventure en bord de mer parce que c'était ça l'obstacle, avec probablement, il y aura Marseille, mais ce bord de mer qui est symbolisé par la fin du canal de Caronte et la liaison entre l'étang de Berre et donc la Grand Mare, la Grand Bleu. Voilà, bien, vous découvrez le bateau qui, le matin du 16 juin 1963, rentre, donc il est parti d'ici, il rentre dans le tunnel pour aller sur Marseille. Bon, il a fait quelques centaines de mètres et puis de la fumée, impossible de voir malgré les projecteurs, donc il a compris qu'il se passait quelque chose. Donc en reculant péniblement, tranquillement, il ressort et donc il avertit les autorités du coin et de Marseille qu'il y a eu vraisemblablement un effondrement et tout part de là. Et depuis 1963, on en parle énormément. Donc c'est ce magnifique bateau, le Storm, que vous voyez là, qui est le premier témoin de l'accident.